Je suis Ronan Dantec, je suis sénateur de Loire-Atlantique en France et conseiller municipal de la ville de Nantes et par ailleurs porte-parole de Cité et gouvernements locaux unis dans la négociation climatique. Je suis donc heureux de vous accueillir pour une table ronde paritaire. Dans le développement durable, la parité homme-femme, c'est important. J'ai cru comprendre, j'ai surtout vu... Il n'y a pas de traduction. Ah. It's okay? No, it's okay. Et donc, je disais que dans le développement durable, la parité homme-femme, c'est important et que cette table ronde est du développement durable. Le thème de la table ronde aujourd'hui est un thème de cette table ronde est un thème très large puisqu'il s'agit à la fois de continuer ce qui était déjà dans les tables rondes précédentes à parler de l'intégration des défis urbains, mais aussi de revenir sur tout ce cadre légal, local, national, international, voir comment il s'articule, de parler aussi financement et stratégie internationale. Autant dire que cela nous fait un sujet extrêmement vaste. En introduction, avant de laisser la parole à la table ronde, en vous présentant tout de suite quand même ceux et celles qui y participent, donc avec, en partant de ma gauche, Annick Delay, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monica Fink, maire de Rosario, et Anders Knapp, président de l'association suédoise des autorités locales et régionales et conseiller de la ville de Karlstad. Donc, le thème de cette table ronde donc, est un thème large, mais qui doit nous permettre d'approfondir un certain nombre de problématiques. Évidemment, et je crois que depuis que nous portons en tant que réseau de collectivités locales dans l'ensemble des grands rendez-vous mondiaux, comme celui de Rio, notre parole, je crois que nous avons réussi à commencer à faire comprendre aux États que sans l'action locale et subnationale, il était strictement impossible d'atteindre les objectifs du développement durable et que c'était bien notre capacité d'action locale, et y compris l'addition de l'ensemble des actions menées sur les territoires locaux et subnationaux qui permettaient d'atteindre les objectifs du développement durable qui seront l'une des grandes discussions des prochains jours à Rio. Ce que nous portons aujourd'hui aussi et que vous retrouvez dans la recommandation qui est affichée derrière moi, c'est aussi cette idée extrêmement forte que finalement, ça n'est que l'articulation de l'action de tous les niveaux qui permet une action efficace en termes de développement durable. C'est bien parce que nous agirons de manière coordonnée dans le bloc de l'action locale et subnationale qui porte la proximité, qui porte le faire concret, mais en articulation avec le groupe qui porte la loi, que ce soit le niveau national ou le niveau régional, par exemple pour nous le niveau européen, et que ces deux niveaux-là, coordonnés entre l'action concrète menée localement et des cadres légaux qui soient efficients, ne sera efficace que si par ailleurs nous réussissons à la porter à l'échelle internationale dans le cadre d'accords internationaux qui soient aussi à la hauteur des enjeux. Je crois que c'est cette idée d'articulation fine et cohérente de tous les niveaux que nous portons aujourd'hui de manière extrêmement forte. Pour cela, il est clair aussi, et c'est quelque chose sur lequel les réseaux de collectivités locales, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau mondial, portent de manière très forte, c'est notre capacité de mutualisation des meilleures pratiques des uns et des autres, y compris de voir, on parlait tout à l'heure de cohérence de territoire, d'étalement urbain, de dialogue entre l'urbain et rural, s'inspirer des meilleures initiatives qui peuvent être menées dans d'autres régions du monde. Ce qui est mené en Amérique latine peut servir en Europe, ce qui est mené en Europe peut servir en Asie. C'est cette mutualisation à l'échelle mondiale qui est aujourd'hui un enjeu majeur. Donc il faut diffuser, porter à connaissance les bonnes pratiques. Mais il faut aussi, c'est un des thèmes de cette table ronde, il faut aussi être capable de trouver, et c'est une question évidemment extrêmement complexe, il s'agit aussi de trouver des cadres de financement qui soient efficients. Je crois que c'est une des questions évidemment qui est posée à Rio, c'est une question que nous suivons avec CGLU dans les négociations internationales sur le climat. Comment peut-on trouver aujourd'hui de nouveaux financements pour l'action locale, pour qu'elle soit à la hauteur des enjeux? Sur ce point,
en partant de mon expérience de porte-parole de CGLU dans la négociation sur le climat, je crois que nous avons, ces dernières années, réussi à avancer. Nous avons réussi à avancer en portant des propositions concrètes, notamment sur l'affectation des fonds, des mécanismes liés au climat, comme par exemple le mécanisme de développement propre, que nous avons obtenu, ce qui n'est pas assez su, que par exemple dans le cadre du mécanisme de développement propre, ce qui peut intéresser beaucoup de villes du Sud aujourd'hui, il y a un programme, une méthodologie officiellement acceptée par le bureau du MDP, CDM, qui peut permettre des financements de l'action locale, mais qu'il s'agit maintenant de mettre en face de ce que nous avons obtenu dans ces négociations des actions concrètes qui montrent l'efficience de ces mécanismes. Mais il va falloir aller plus loin. Nous savons par exemple que, pour reprendre toujours la négociation sur le climat, nous sommes extrêmement loin entre la promesse de Copenhague de 100 milliards de dollars par an pour les pays les plus vulnérables du Sud dans le cadre de l'adaptation et de la mitigation au changement climatique. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les mécanismes financiers pour abonder ces 100 milliards. Ce qui porte donc la question, qui sera ma dernière question d'introduction, et puis après je vous laisserai la parole, qui pose donc la question de savoir comment nous, réseau de collectivités locales, nous sommes à la fois porteurs d'un certain nombre de mécanismes efficaces, adaptés aux cadres internationaux pour capter vers l'action des villes durables ces financements, mais aussi d'être capable d'un lobbying plus large pour faire en sorte que les États se mettent d'accord sur les grands financements. Ce qui veut dire que notre action n'est pas qu'une action de lobbying particulier pour obtenir un certain nombre de choses dans des cadres précis, mais aussi une action de lobbying plus générale. Et c'est la question de Rio pour obtenir effectivement des cadres internationaux d'accords et de financement qui soient à la hauteur des enjeux. Et c'est ce que vous retrouvez dans la recommandation qui est juste dernièrement. Alors, les questions qui vous sont posées sont donc extrêmement vastes. Vous avez du temps pour y répondre. Donc, je vous propose d'abord, évidemment, de vous donner à toutes et à tous la parole. Et puis après, nous échangerons avec la salle. Je commence peut-être par Monica Fein. Avec toutes ces questions qui sont sur la table, quel est votre sentiment aujourd'hui? Bueno, un gran gusto representar aquí a una ciudad de Argentina, Rosario, una ciudad que no es como la que hemos visto en estas presentaciones, una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes en su área metropolitana, que está a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero que se ubica en un lugar estratégico, en un entorno privilegiado, en un humedal, y es un punto también estratégico de conectividad vial y fluvial con el Mercosur. Somos parte de Mercociudades y hemos trabajado fuertemente en el tema del desarrollo sostenible. Quiero decir también que Rosario es una gran metrópolis por su actividad económica, comercial, industrial, bursátil, financiera, pero que tiene una gran cantidad de desafíos que queremos contarles, si bien destinamos el 52% de nuestro presupuesto a la cuestión social. La verdad que desde Agenda 21 venimos dando pasos muy serios como autoridad local en la articulación del diálogo y la búsqueda de consensos en el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Podemos destacar importantes avances en ese camino. Somos responsables de la salud pública local, destinando el 30% de nuestro presupuesto y teniendo una mortalidad infantil en un dígito, un desarrollo de un sistema local de salud. También queremos decir que hemos articulado procesos de participación ciudadana como los que aquí se planteaba, el presupuesto participativo. Ha llevado más de 1.000 proyectos ejecutados, decididos y votados por los ciudadanos. La próxima, si me pueden cambiar el... Y en el caso de la gestión de residuos sólidos, somos referentes en nuestro país por los servicios de excelencia que venimos desarrollando, con fundamentalmente innovación tecnológica e involucramiento de toda la comunidad. Es decir, que una ciudad
de 1.200.000 habitantes ha podido ser innovadora en materias de políticas sociales, de residuos y de participación ciudadana. La próxima filmina habla también de que esto lo hemos podido hacer, como decía en el inicio el director de ONU Habitat, Jean-Claude, en fundamentalmente tener una planificación estratégica a largo plazo. Nuestro plan urbano se ha basado fundamentalmente en mirar el largo plazo e ir transformando nuestra ciudad. Nuestra ciudad, que era una ciudad portuaria, a partir de la definición de una norma legal que tiene el municipio, que es el plan urbano, definió trasladar el puerto de la ciudad, que es la primera foto de la filmina, al área sur y generar un área de renovación urbana, generando fundamentalmente nuevos espacios de parques y plazas que generan el valor del espacio público en nuestra ciudad, base fundamental para la cohesión social. Y con este desarrollo normativo local, es decir, que con el plan urbano pudimos transformar un área fundamental de la ciudad, también generamos nuevos instrumentos como la articulación público-privado para la innovación que fundamentalmente nos permitió la captación, redistribución de los beneficios producidos por el desarrollo urbano. Es decir, que este acuerdo permitió el pago de compensaciones de las inversiones privadas en forma directa o indirecta para el logro de obra pública con construcción de vivienda social o preservación del patrimonio. Rosario logró, a partir de estos mecanismos legales locales, pasar de 2,9 metros cuadrados por habitante en 1990 a 11 metros cuadrados por habitante de espacio verde en el 2011. Estos espacios públicos verdes funcionan como sitio de encuentro y ámbito de cohesión social para toda la ciudadanía. Es decir, con un instrumento legal, local, permitió una profunda transformación urbana. Y con recursos, a partir de la articulación público-privada, logró la transformación de la inversión privada en la potenciación de la inversión pública. Finalmente, el ejemplo de proyectos desarrollados por el municipio con inversión internacional. Fundamentalmente tenemos el Rosario Habitat. Rosario pudo establecer a partir de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto de transformación urbana, de saneamiento ambiental, construcción de viviendas, un reordenamiento urbanístico y de inclusión social. Este proceso, realizado con recursos extrapresupuestarios, fue fundamental para actuar en 11 asentamientos irregulares, es decir, incorporamos un saber nuevo que es el financiamiento de recursos extrapresupuestarios. También en la gestión de residuos, a partir del financiamiento del Banco Mundial, a través también, en este caso del Gobierno Nacional, distintas etapas en la gestión de residuos, incluyendo la instalación de contenedores y mejorar la higiene urbana, y en este momento estamos en la construcción de una planta de tratamiento con recursos también adquiridos desde el Banco Mundial. Y finalmente, el corredor tranviario metropolitano, un proyecto de un sistema de transporte público, de metro ligero, de tranvía moderno, con un esquema de servicios de alta regularidad y frecuencia que tiene un presupuesto de 120 millones y que estamos en una etapa de elaboración del proyecto ejecutivo del Banco Mundial. Estas experiencias que queremos traer de una ciudad como Rosario, de 1.200.000 habitantes, que ha logrado generar un área metropolitana y un ente de coordinación metropolitana, es para plantear las necesidades de generar una nueva gobernabilidad, una nueva gobernanza multinivel. Rosario ha sido destacada por las Naciones Unidas en su plan de gobernanza y queremos plantear, como lo hicimos con Mercociudades, donde hemos presentado un proyecto de declaración a esta conferencia de Río,
que es necesario este debate del rol de los gobiernos locales. Si hemos podido, en una ciudad como la nuestra, generar políticas públicas de avanzada, modificar indicadores sanitarios, ser innovadores en la recolección de residuos, invertir a través de recursos privados en el mejoramiento de los recursos públicos, ¿cómo no poder articular mayores recursos para solucionar los graves problemas que hoy vive nuestra sociedad? Hemos constituido también procesos de participación ciudadana. Recientemente, en abril, hicimos el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, un foro que nos permitió, con más de 500 entidades convocantes, demostrar la vocación de participación que tiene la sociedad cuando es convocada a construir espacios colectivos de debate y consenso. También queremos plantear que es necesario que las ciudades, que tenemos una gran potencialidad para desarrollar acciones efectivas, podamos fortalecer nuestra capacidad institucional y técnica para el desarrollo de proyectos. Y desde esa manera necesitamos fondos para lograr materializar muchos de los proyectos que tenemos. Obviamente, el de mayor desarrollo es el de la inclusión social, la equidad que queremos desarrollar. En el marco de las economías verdes queremos destacar que no debemos olvidar que la meta son las personas, la erradicación de la situación de pobreza que muchos hoy sufren y la necesidad de asegurar condiciones dignas para las generaciones futuras. Rosario, una ciudad integrante de Mercosur que cree en las redes de ciudades, que ha planteado políticas innovadoras en la gestión de las políticas públicas, que ha generado políticas de participación ciudadana, que ha gestionado recursos internacionales y que ha utilizado sus marcos legales para poder generar una mayor redistribución de los recursos del sector privado en el mejoramiento de la ciudad, viene, como muchas ciudades, a plantear la necesidad de que los gobiernos nacionales, los organismos internacionales articulen mayor financiamiento y mayores posibilidades con las ciudades, que son las que pueden, justamente por esta capacidad de participación ciudadana y generar consensos y acuerdos, transformar las condiciones de vida de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Merci pour cet excellent témoignage qui dit finalement que les villes et les gouvernements subnationaux peuvent aider les États et que ça ne fonctionne pas obligatoirement dans l'autre sens. Je vais aller vers la Suède, vers le nord maintenant. La Suède et les villes suédoises sont connues pour leur action en termes de développement durable. Elles sont souvent citées en exemple. Mais est-ce que pour vous aussi en Suède, finalement vous considérez que en termes légaux, il y a une cohérence aboutie entre les niveaux locaux, nationaux, européens et mondiaux, avec des financements à la hauteur des enjeux, ou est-ce que même pour un pays qui a fait beaucoup en termes de développement durable, il y a encore beaucoup d'améliorations possibles? Thank you, Mr. Chairman, and thank you, UCLG and other partners, to give me the opportunity to have some small thoughts and opinions about some of the, I think, success and needed tools you must have to be successful in the local and regional level for working for these issues we are discussing here. At the moment, and for many years now, national politicians on the international level has debated and seen each other in different conferences. It started in Stockholm 40 years ago. We have Rio 20 years ago, and now we are back in Rio. And between that, we have had several conferences all over the world addressing this issue. And I think it's very important that political leaders from all over the world had the opportunity to meet, to see each other, to discuss these issues that are of extremely importance for our citizens and for the people on the whole earth.
At the same time, I think there is a lack of involvement of the local and regional level in these discussions. I think there should be much closer links between UCLG, UN Habitat, UNACLA, United Nations, in the negotiations and in the discussions on the international level about the role and the needs of involving local and regional associations and authorities. Having said that, I want to make some comments, because we are the one on the local level who is going to deliver this, because we are, in most of the cases, responsible for transportation, waste management, heating, housing, all these activities that create both opportunities but also creates pollution and creates problems when it comes to the environment. There was presented a list today by Siemens and others, the Green City Index this morning. And if we look at Europe on this list, we can find in the top 3 rank of the cities who has the best result in this Green City Index is Copenhagen, Stockholm, and Oslo. And I think there is a reason for that. And the reason, I think, is that we have a very, very decentralized system. A very, very decentralized system which allows local politicians to take a lot of decisions without involvement of the central government or by asking the central government. And one of the fundamenta for this is that the local authorities have control over their resources and their economy. Most of these cities, or all of these cities, can levy taxes. Can levy taxes, income taxes, and other taxes from the people living in the cities. That means that they have control over their resources, and they can also decide and priority between different needs, different investment, and different actions. That means, at the same time, if you have a very decentralized system, that you also are very responsible in front of your citizens, that you are responsible for the decision you are taking, and you can't say that this is a result of something decided on a higher level. At the same time, the national level can't say to the local level, deliver this and this and this, without giving the resources for deliver these services. And another thing is of big importance is that you have rules and legislations that are the same for all, that are sustainable in the way that you don't change them very often. And especially you can't change them when you get, for example, a new government. There must be a sustainability in the laws and regulations. Otherwise, you don't dare to make investments. You don't have the courage to make long-run and important investment if you're not sure that the rules will be the sort of rules that you could live with, and that you could get a decent payback to your citizens over time as a result of the investment you have done. So that is very important. From the Swedish experience, we can see that local authorities and regions has been in the forefront of investment for reducing carbon and other emissions. We have been in the forefront, and we have done that together with private enterprise. But we have been the owner of the projects. We have been the one who have designed the projects together with private companies. And we also, in many cases, still controlled these systems
who are delivering heat, for example, or electricity, or other things to the citizens. I also think that if you have a decentralized system who allows different local authorities to take different decisions, to try new ways, to invent new ways of handling problems, you also will have a situation where you find more and more of best practice, you learn from each other, you have a diversity, you have a situation where you could tell your neighbor and you can invite your neighbor, look, we have done this has been successful, this has worked very well in our city, why don't you try it? Or can you give us information? And not only on a national level, but of course also on an international level, this is of great importance. So my key message today is, if we give the tools and the resources and the power for decision making to the local level, we have much bigger chances to be successful. And I think if you look at the list of the most successful cities in Europe, for example, you will find these cities in the states where you have the most decentralized system, where you have most power on local level in society. Thank you very much. Merci pour cet excellent témoignage très clair sur l'importance pour les autorités locales de conserver la maîtrise de la ressource qui finance les services urbains qui peuvent après un service public direct ou un partenariat avec une entreprise privée, et d'être dans la garantie de durabilité des lois pour pouvoir développer l'action dans le long terme. Dans ces services publics extrêmement importants en termes de développement durable, il y a l'eau. L'eau, c'était le thème à Marseille il y a quelques semaines d'un forum mondial extrêmement important sur la gouvernance de l'eau. Forum donc accueilli par la ville de Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont nous avons avec nous la vice-présidente Annick Delay. C'est l'occasion de revenir effectivement sur ce forum de Marseille et sur cette question de la gouvernance mondiale de l'eau, qui est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important en termes de développement durable, à la fois sur le fond évidemment, parce que l'accès à l'eau c'est une priorité pour beaucoup d'habitants de cette planète, mais au-delà de ce point déjà essentiel, c'est aussi le symbole de la capacité de gouvernance mondiale donc c'est l'occasion de revenir à la fois sur le forum et l'action de la région PACA. Merci. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation donc à ce sommet urbain et puis votre accueil dans ce bel espace qui est tout à fait original au fort de Copacabana. L'accès à l'eau, comme tu viens de le dire, Ronan, est un enjeu crucial pour l'aménagement du développement urbain. De manière plus large, la gestion de la ressource en eau se pose à l'échelle d'un territoire, ville et région. Autorités locales et autorités régionales doivent travailler étroitement ensemble. À ce sujet, Ronan Dantec et moi-même, comme il vient de le dire, nous étions présents au 6e Forum mondial de l'eau qui a eu lieu à Marseille en mars dernier pour défendre cette nécessité de préserver et de gérer de façon concertée la ressource en eau. Alors ce forum a été un des événements majeurs sur les questions de l'eau et de l'assainissement. L'État français, la ville de Marseille et notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont largement soutenu cet événement, ainsi qu'un forum alternatif qui s'est organisé en parallèle de ce 6e forum avec les ONG et les associations. Je pourrais faire le parallèle avec le Sommet des peuples qui est à Latero di Flamengo. Pour la première fois, et c'est important, et c'est une grande avancée, les niveaux régionaux ont été formellement représentés. L'Organisation des régions unies, FOGAR, dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur assure la présidence, et son réseau membre Energy4SD ont été chargés d'organiser la seule session et donc la première dédiée justement aux niveaux régionaux dans le cadre du processus politique de ce 6e Forum mondial de l'eau.
Et c'était la 3e conférence internationale des autorités locales et régionales organisée par CGLU et le Conseil mondial de l'eau. Nous le savons tous ici, la gestion de l'eau est une affaire de solidarité territoriale et d'équilibre entre les différents usages. Il ne peut en effet y avoir de bonne gestion de l'eau qu'intégrée, associant tous les acteurs des différents territoires. Et les niveaux locaux et régionaux, selon chacun leur niveau de décentralisation, jouent un rôle spécifique et souvent même un rôle absolument central. C'est cet enjeu d'une gouvernance multiniveau et de l'articulation efficace des politiques publiques que nous devons défendre. Dans un monde où les échanges sont de plus en plus globalisés, les territoires se doivent d'élaborer des stratégies de développement en lien avec leurs voisins. Cette interdépendance des habitats, du développement économique et plus largement du devenir des populations s'illustre de façon particulièrement criante et parfois malheureusement cynique sur les questions de la ressource en eau. Nous ne pouvons en être des témoins passifs. L'illustration nous en est donnée ici même à la conférence des Nations Unies. Dans des situations extrêmes, les niveaux infra-étatiques peuvent se libérer plus facilement des contingences diplomatiques ou des intérêts particuliers qui régissent les niveaux nationaux et établir des coopérations, trouver des terrains d'entente technique, ouvrir des espaces de dialogue. Autorités locales et régionales doivent y parler d'une seule voix pour que nos messages communs y soient audibles. Ainsi, nous devons placer la solidarité et la coopération au cœur de nos stratégies de développement. C'est dans cet esprit que les deux réseaux, Oru-Fogar et Énergie Foresti, ont construit leur session lors du Forum mondial de l'eau. Mais ne nous y trompons pas. Nous n'avons pas cherché à présenter des situations idéales, ni à entrer dans des détails techniques des différentes situations, mais à partager des messages politiques qui unissent les niveaux infranationaux et à les porter dans une gouvernance mondiale en construction. Et cette gouvernance mondiale en construction, c'est un des thèmes de ce sommet mondial à Rio +20. Quelle gouvernance mondiale va probablement sortir de ce sommet, probablement donc sous l'égide de l'ONU. Quel résultat? Une première avancée politique. L'Oru-Fogar a proposé d'ouvrir le pacte d'Istanbul pour l'eau aux autorités locales et régionales en les complétant par des motions au niveau régional, et CGLU a appuyé ces propositions. Une deuxième avancée, celle-là plus technique, les deux réseaux ont travaillé à préparer leurs contributions concernant l'eau et l'assainissement à Rio +20. C'est une des thématiques évidemment de la conférence. Et j'ai eu le plaisir d'être invitée par les organisateurs du Conseil mondial de l'eau et de CGLU à les présenter lors de l'Assemblée générale de la 3e conférence des autorités locales et régionales. Je voudrais vous faire part des 5 priorités d'action qui ont été identifiées, mais rassurez-vous, très succinctement. Le premier objectif, c'est l'objectif du développement durable et des objectifs millénaires du développement qui doivent évidemment être liés. Le deuxième objectif, c'est plus qu'une économie verte, à mon avis, c'est d'aller vers une société verte où nous devons tous aller. Et l'eau, bien sûr, est compris, c'est une composante de cette société verte et c'est une composante majeure. Le troisième objectif, c'est quel statut juridique de l'eau? Le quatrième objectif, quelle place pour la culture dans le développement durable ou développement soutenable? Et le cinquième objectif, c'est la question des services. Le prix de l'eau,
doit être juste et équitable. Comment l'aide publique peut-elle y contribuer? À Rio, +20, et partout dans le monde, villes et régions doivent défendre ces priorités. Ces questions d'interdépendance et de solidarité des territoires ont été et sont toujours au cœur de nos propos, que ce soit dans la construction de partenariats publics-privés, dans la prévention des conflits liés à la ressource en eau, ou tout simplement dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques efficientes. C'est une évidence, mais c'est bon de rappeler l'évidence. L'on ne doit pas opposer les hommes, les ruraux et les urbains, mais on doit plutôt inciter les territoires à la collaboration plutôt qu'à la compétition. Sur tous ces sujets, et l'eau n'est qu'un seul des exemples, seule une gouvernance multiniveau, c'est-à-dire avec la société civile qui est représentée par les autorités locales et régionales. Multiniveau, inclusive et participative, où les niveaux locaux et régionaux pourront jouer pleinement leur rôle et être reconnus sur la scène mondiale, ce qui permettra justement l'émergence de cette société verte à laquelle nous travaillons tous, avec des politiques publiques ambitieuses et des services de qualité au plus près des citoyens. Et en conclusion, je voudrais dire que dans les derniers textes reçus du sommet de la Terre, parce que je trouve que le mot Terre est important, sur l'eau, ces textes, ces messages ne sont pas suffisamment portés et ne vont pas toujours dans le bon sens. Et il faut que les villes et les régions doivent encore travailler encore plus fortement ensemble pour que la solidarité, l'équité entre les territoires et les populations, pour concilier le développement économique et la préservation de la ressource en eau et donner l'accès enfin à toutes et tous l'accès à l'eau. Je vous remercie. Merci Annick. Alors, je crois que vous avez eu trois interventions très riches et nourries d'expérience, et donc je suis assez frustré du fait que je ne vais pas pouvoir vous donner la parole parce que nous sommes très en retard, et je crois qu'il y a un autre événement dans cette salle après l'événement de CGLU. Donc je vais conclure très vite en remerciant les trois intervenants pour la qualité de leurs interventions, pour redire que finalement ce qu'on a dit là en lien avec la recommandation portée aujourd'hui par CGLU dans ces négociations à Rio, c'est évidemment l'interdépendance de tous les niveaux d'action. Je crois que ça a été dit fortement, y compris que nous, autorités locales, on peut aussi aider les États, que ça ne fonctionne pas que de manière descendante, c'est aussi, comme on dit aujourd'hui, du bottom-up. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important de dire que la maîtrise de nos ressources de financement sur les services publics locaux est extrêmement importante. Nous devons avoir les compétences et la maîtrise des financements. Et puis après, on peut faire le choix de partenariat, évidemment, avec des entreprises privées, mais que nous devons être inscrits dans la durée et dans la durabilité de la loi. Il ne faut pas que la loi change constamment. Et de redire, comme a dit Annick, que notre responsabilité aujourd'hui à Rio, c'est effectivement de peser sur la négociation globale, non pas uniquement sur ce qui pourrait être notre part d'intérêt particulier, mais sur bien les grands objectifs partagée à l'échelle mondiale, parce que nous, notre action, qui est essentielle à la bonne marche du monde, ne sera non plus efficiente que si à l'échelle internationale, il y a aussi une dynamique et un accord entre les États. Donc merci de votre attention et on passe tout de suite à la table ronde suivante. Merci.